Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs, les coachs, les indépendants à mettre leur santé en priorité. Alors, dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de pouvoir vous présenter ce 50e épisode, le dernier de la première saison, dans un format un petit peu différent. Car en effet, dans la deuxième saison, j'aurai davantage de sujets détaillés, plus en profondeur, principalement en solo. Et pour cet épisode aujourd'hui, je voulais non pas avoir un invité, mais aller un peu plus dans la vision de la santé, celle que je vous présente depuis un an, et de revenir justement sur les motivations de ce podcast. En fait, il y a un an, j'avais vraiment envie de soutenir les indépendants, les coachs, les entrepreneurs qui, depuis 18 mois, étaient peut-être avec un manque de motivation, une baisse d'énergie, une fatigue qui s'est accumulée, et justement dans une ambiance anxiogène un peu perdue. Et donc, le format de cette première saison était relativement simple. J'invitais des entrepreneurs qui ont mis leur santé en priorité à revenir sur leur carrière, des tranches de vie qui nous permettaient justement de découvrir toute une série de profils très différents avec ou sans relation directe dans le domaine de la santé. Et je les interviewais également sur leur routine santé en toute transparence, toute authenticité, et je leur demandais finalement quel était leur conseil concernant le stress de l'entrepreneur, l'angoisse de la situation actuelle, ce qui nous permettait de découvrir finalement une santé très large. C'est la santé globale, la santé holistique que je défends depuis maintenant plus de 20 ans. Alors à travers ces différentes interviews, évidemment, vous avez découvert un peu de mon univers puisque j'invitais des gens qui étaient dans mon réseau ou pas très loin. Il y avait des personnes que je rencontrais pour la première fois. Vous avez également découvert certains de mes mentors, certains de mes clients également. Je vous ai présenté des profils totalement différents. Il y a eu des entrepreneurs du monde du marketing, il y en a eu du monde de la santé, bien évidemment, il y a eu un humoriste, il y a eu un chaman, bref, finalement un petit peu ce qui colore mon univers aujourd'hui et les différentes inspirations justement qui me permettent d'aborder la santé vraiment au sens très très large. Alors, qu'est-ce que la santé holistique? Qu'est-ce que la santé globale? On va la définir un tout petit peu. C'est finalement se rendre compte que le corps est un système qui fonctionne à travers plusieurs systèmes. On ne peut pas isoler un symptôme, on ne peut pas isoler un organe et se dire on va simplement se concentrer sur cet élément. Par exemple, lorsque l'on veut perdre du poids, lorsqu'on veut se remettre en forme, il y a bien sûr l'assiette, il y a bien sûr l'activité physique, mais ça n'est pas tout. Il peut y avoir des émotions, il peut y avoir des croyances limitantes. Et si je prends un exemple personnel, eh bien, sachez qu'à 18 ans, je présentais ma ceinture noire en judo. Et quelques jours avant mon examen, j'ai eu de violentes douleurs de dos qui m'empêchaient de me tenir debout, assis, couché. Il y avait vraiment que la colonne vertébrale en suspension qui me permettait de me soulager. Alors évidemment, j'ai dû annuler mon examen de ceinture noire après près de 6 mois de préparation. Mon père étant ostéopathe a tenté de me soigner, ça s'est un petit peu amélioré et puis j'ai présenté une deuxième fois et là, bardaf, à nouveau, une semaine avant, j'avais de violentes douleurs de dos qui m'ont empêché de passer pour la deuxième fois mon examen de ceinture noire. Finalement, c'est un des professeurs de mon père, professeur d'ostéopathie à l'époque, qui m'a soigné définitivement en manipulant une partie de mon duodénum, une partie de mon intestin grêle. Et j'ai vraiment senti sous ses mains cette partie d'intestin glisser et je n'ai plus jamais eu mal de cette manière. Donc là, on voit un exemple de cette santé globale, un problème de dos qui venait probablement d'un stress émotionnel
qui avait modifié la position de mon intestin, qui me donnait des douleurs vraiment très violentes et qui finalement ont été résolues non pas par l'alimentation, non pas par la gestion du stress, mais par une manipulation ostéopathique. Et donc depuis mes 18 ans, et même avant, puisque mon père était déjà, comme je vous l'ai dit, ostéopathe, mais intéressé par l'acupuncture, par la nutrithérapie, j'ai baigné dans cette ambiance-là, et bien depuis maintenant 2001, je travaille dans ce domaine de la santé globale en tant qu'entraîneur et nutritionniste. Vous me connaissez probablement avec ces deux casquettes, mais vraiment avec une approche holistique grâce à différentes formations, certifications, dont la certification à l'Institut tchèque aux États-Unis. Et donc en conclusion de cette première saison, j'ai voulu partager un maximum de tranches de vie pour vous inspirer, vous permettre d'avoir peut-être un conseil, peut-être une tranche de vie, un élément qui peut se rapprocher de votre quotidien, de votre vécu et de permettre justement de mettre votre santé en priorité. Mais revenons à l'épisode du jour dans lequel je vais faire une transition en partageant quelques tranches de vie, en partageant ma vision de la santé et en vous donnant également quelques conseils à vous, entrepreneurs, indépendants et coachs, pour mettre votre santé en priorité. Et donc pour faire le lien avec la deuxième saison, et mettre plus de profondeur dans mes podcasts, je vais partager les premières leçons que j'ai apprises de Victor Ferry. Victor Ferry est un docteur en langue et en lettres de l'Université libre de Bruxelles. Il est également chercheur au Fonds national de recherche scientifique de Belgique et il a lancé une chaîne YouTube il y a quelques années sur l'artisanat rhétorique, l'art de la rhétorique qui est l'art de discuter d'un sujet quel qu'il soit avec éloquence et avec force. Un art que je ne maîtrise pas, avec une formation plutôt scientifique et également, je dois bien l'avouer, une adolescence durant laquelle je n'étais pas vraiment intéressé par la littératie. Eh bien, je me rends compte aujourd'hui que j'ai pas mal de lacunes dans la manière de communiquer un sujet, de l'argumenter. Et cette chaîne YouTube est vraiment une mine d'or. Il y a 425 000 abonnés à cette chaîne, il y a du vrai contenu et je voudrais justement me tester aujourd'hui sur ce que j'ai déjà appris sur l'art de la rhétorique à la lumière d'un article que Victor Ferry a écrit il y a plusieurs années sur le total bullshit. Et donc à la lumière de cet article, je vais analyser certaines de mes citations. Et pourquoi des citations? Tout simplement parce que dans cet article, qui est un article que Victor a écrit sur le concept justement du bullshit venant d'un neuroscientifique, c'est très sérieux, Sébastien Dieguez, qui justement invite à appuyer sur pause lorsque l'on veut communiquer. Et si ce que je m'apprêtais, dit-il, à écrire, à publier, à partager n'était que de la foutaise. Parce qu'en effet, il y a une grande différence entre le bullshitter et le menteur. Ce qui caractérise le bullshitter, peut-on lire dans l'article de Victor Ferry, c'est au contraire sa négligence, son absence de considération pour la vérité. Si ce qu'il dit s'avère est vrai, c'est le fruit du hasard. Il parle pour faire bonne figure, pour que ça produise son petit effet. Alors ce qui m'a interpellé dans cet article, c'est le passage sur la psychologie du bullshit. Car il écrit dans cet article qu'en 2015, une équipe de chercheurs testa pour la première fois la réceptivité au bullshit. La méthode consistait à soumettre des énoncés à des participants qui devaient évaluer la profondeur justement de citation. Il s'agissait en d'autres termes de déterminer si les maximes présentées étaient riches de sens et d'enseignement ou si c'était juste du bullshit. Alors, comme j'utilise moi-même des métaphores et que j'ai écrit 2 citations, n'est-ce pas, j'aimerais les soumettre à l'analyse du total bullshit et vous serez donc mes premiers juges dans cet exercice de style. Alors, débutons par une première citation qui est d'ailleurs le titre de ce podcast.
être en forme pour bien grandir. Selon vous, est-ce du bullshit ou est-ce réellement profond et utile pour comprendre la santé globale telle que je vous l'ai présentée? Alors, on pourrait dire que oui dans un premier abord, car de quelle forme parle-t-on? Est-ce savoir courir 10 km qui permet de grandir? Ou est-ce d'avoir des tablettes de chocolat qui nous permettraient de grandir? Mais en plus, de quelle croissance parle-t-on? Puisque je m'adresse à des adultes donc qui normalement ont fini de grandir, ce serait plutôt l'inverse après un certain âge. Donc, est-ce que c'est du vent cette citation ou est-ce que nous pouvons aller un peu plus en profondeur? Alors, bien évidemment, je vais défendre avec quelques arguments cette citation qui pour moi est vraiment très importante à comprendre. Si nous passons tout d'abord cette citation à la loupe de la santé physique, grandir physiquement, eh bien je vais prendre l'exemple de la vitamine D. Nous savons depuis très longtemps que la vitamine D a un impact sur la croissance, que grâce à elle, effectivement, l'enfant, l'adolescent peut avoir un squelette solide et optimal. Mais ce que nous savons également depuis moins longtemps, c'est que cette vitamine D intervient dans énormément de réactions physiologiques de l'organisme, que ce soit au niveau de l'immunité. Nous avons eu l'occasion de découvrir bon nombre d'études ces 2 dernières années qui mettent justement l'accent sur l'importance de la vitamine D pour les défenses immunitaires, mais également pour les défenses face aux maladies neurodégénératives. Et plus simplement au niveau de la forme physique, la vitamine D a un impact sur la perte de poids et sur la prise de masse musculaire. Donc nous pourrions dire qu'au niveau physique, clairement, être en forme physique nous permet de grandir et en tout cas de nous renforcer. Alors si nous allons un peu plus loin et revenons sur cette notion de santé globale, cette santé globale nous apprend que finalement, un souci, comme je le disais tout à l'heure, peut être d'origine émotionnelle, mentale, voire même spirituelle, et ne relève pas toujours d'un simple changement, adaptation physique. Bien sûr que manger correctement est important, mais est-ce que nous pouvons faire des relations entre ces différents types de santé? Eh bien, analysons cette citation à la loupe ou sous l'angle émotionnel. Est-ce qu'être en forme peut nous permettre de grandir émotionnellement? Eh bien, dans ce cas, je vais prendre l'exemple de la variabilité glycémique. On apprend par exemple qu'une hypoglycémie peut créer chez un individu une perte de confiance en soi, une augmentation de la peur, puisque le cerveau étant moins bien alimentée en sucre, eh bien la personne va plutôt se refermer sur elle-même, va plutôt ressentir des émotions négatives et ça peut avoir un impact justement sur cette gestion des émotions. Par ailleurs, une étude de 2007 nous apprend que cette variabilité glycémique est en lien indirect avec la plupart des maladies chroniques. Donc c'est un autre lien entre cette santé physique et la relation avec notre santé émotionnelle. Parce qu'effectivement, si nous souffrons de maladies chroniques, eh bien nos émotions seront impactées. Et dernier lien entre cette santé, être en forme, et donc cette santé physique, en lien avec cette santé émotionnelle, on a aujourd'hui plusieurs études, dont une étude épidémiologique de 2012 sur le lien entre la dépression et la maladie du diabète. Et donc, on pourrait, dans cette deuxième analyse, effectivement, dire que être en forme nous permet de grandir émotionnellement. Troisième analyse par rapport à cette citation, c'est au niveau mental. Est-ce que être en forme nous permet de grandir mentalement? Est-ce que avoir une meilleure condition physique, pas spécialement une condition physique de champion du monde ou de performance, mais en tout cas améliorer sa santé physique, permet-il de grandir mentalement et de relever les défis de la vie? Tout d'abord, on remarque qu'effectivement, une augmentation du cortisol de manière chronique peut
impacter la mémoire, que la fatigue diminue notre capacité de concentration et probablement notre capacité de prise de décision. Et cette citation d'ailleurs m'a été inspirée d'Aristote, parce qu'Aristote ne disait pas être en forme pour bien grandir, mais il disait être en forme pour bien penser. En effet, il obligeait ses disciples, ses étudiants, à pratiquer la lutte gréco-romaine, non moins que cela, pour être capable de suivre ses enseignements, parce qu'il estimait qu'il fallait être en forme physiquement pour être capable de bien réfléchir, bien assimiler et bien progresser dans ses enseignements. Cette citation m'a d'ailleurs été partagée par un de mes professeurs, mentors, Paul Chek, qui justement nous mettait au défi de pouvoir lire les écrits d'Aristote le soir à la lumière ou à la lueur d'une bougie, parce que la bougie ne va pas nous stimuler notre système nerveux, que du contraire va nous apaiser. Lire Aristote, c'est quand même relativement complexe, et donc si nous sommes fatigués, nous ne tiendrons pas longtemps par rapport au changement de notre environnement aujourd'hui, qui le soir nous incite à rester de nombreuses heures devant notre ordinateur, peut-être pour terminer une comptabilité, peut-être pour prendre des décisions, pour préparer un contrat en tant qu'entrepreneur. Mais qu'en est-il alors le lendemain de notre état de forme pour prendre des décisions, pour gérer des conflits, pour gérer une situation inopinée dans notre entreprise? Donc là aussi, on voit que être en forme peut nous amener un changement au niveau de notre état mental, de notre capacité à gérer le stress. Et enfin, également une facette de la santé spirituelle. Alors là, je n'ai pas vraiment d'études scientifiques pour vous le démontrer, néanmoins j'ai ma propre expérience, puisque entre 2009 et 2011, donc en l'espace de 2 ans, j'ai vécu des événements extrêmement impactants, stressants, qui auraient pu me faire virer, je pense, du côté plutôt de la dépression, voire de la folie. Et je pèse mes mots, puisque en 2009, j'ai eu une première faillite qui m'a vraiment plongé dans une situation très précaire. Quelques mois après, mes parents fêtaient leurs 60 ans, mais malheureusement nous ont quittés après quelques semaines et après quelques mois. Donc en l'espace de 2 mois, je perdais mon papa et ma maman à l'âge de 60 ans. Et 2 mois plus tard, nous perdions notre petite fille. Donc dans ces 2 années, j'ai vécu des événements extrêmement traumatisants, alors que j'étais entrepreneur indépendant, qu'il fallait ramener à manger sur la table. Et d'ailleurs, si vous testez votre score sur l'échelle de Holmes et Rahe, qui est une évaluation du stress sur les 12 derniers mois, on dit que entre 200 et 300 points, vous avez 50% de chances supplémentaires de développer une maladie. Je n'ai développé aucune maladie sur ces 2 années, même entre, je dirais, 2006 et 2018, ça a été une période extrêmement difficile avec ces 2 années au milieu. Eh bien, en 2011, j'avais un score sur cette échelle de plus de 600 points. Et c'est justement grâce à une approche holistique globale de la santé que je pense avoir réussi à traverser, avec le soutien de mon épouse, ces 12 années extrêmement stressantes et difficiles. Et donc nous arrivons à cette première analyse, la note des juges. Selon vous, quel est le pourcentage de bullshit dans cette citation? Est-ce que être en forme pour bien grandir est à 0% ou 100% de bullshit, ou quelque chose entre les deux? Mais avant cela, pour être totalement transparent, je devrais vous inviter à lire l'article de Victor Ferry sur Total Bullshit pour que vous ayez tous les éléments en main afin de prendre votre décision. Donc j'ai mis le lien de l'article en descriptif, il vous suffira de quelques minutes pour le lire. Revenez juste après et notez en commentaire un pourcentage de bullshit pour cette première citation.
Alors si votre avis est positif, voici mon conseil, c'est de pouvoir analyser dès aujourd'hui votre santé de manière globale. N'allez pas vous cantonner à un symptôme comme par exemple j'ai un excès de poids donc je dois perdre du poids, ou j'ai un excès de poids, c'est pas grave, je n'ai pas besoin de voir mes abdominaux. C'est peut-être un excès de poids qui cache un autre symptôme. Donc je vous invite à vraiment, à partir d'aujourd'hui, de voir votre santé de manière la plus globale possible et de voir éventuellement votre prise de poids comme un blocage émotionnel ou de voir votre manque de concentration, manque de focus comme un déséquilibre du microbiote. Passons à présent à la deuxième citation, deuxième exercice sous l'œil du total bullshit. Donc cette citation est un peu plus récente dans ma communication et elle dit ceci, elle dit que la vie est un sport individuel qui se pratique en équipe, tout en programme. Alors selon vous, est-ce du bullshit ou est-ce que cette citation pourrait amener une réflexion intéressante sur la vie, sur la santé, dans une optique de développement personnel, de sérénité et de longévité? Alors, premièrement, on pourrait effectivement dire que c'est du bullshit, parce qu'un sport ne peut pas à la fois être individuel et en équipe, et quel est le rapport entre la vie et le sport? La vie, c'est du sérieux, le sport, c'est du loisir. Eh bien, je vais essayer d'argumenter cette citation qui me tient également fortement à cœur. Vous l'avez peut-être compris avec ma première tranche de vie partagée avec vous. Tout d'abord, d'un point de vue pratico-pratique, oui, un sport individuel peut être un sport d'équipe, puisque pratiquant le judo depuis maintenant longtemps, je ne vais plus compter, eh bien, le judo est un sport individuel. Vous n'avez pas vu plus de 2 judokas au même moment sur un tatami. Néanmoins, si vous vous y connaissez en judo, il existe également des tournois par équipe où vous avez un judoka par catégorie de poids. Il y a 7 catégories de poids pour les hommes, 5 pour les femmes, et que chaque combat gagné rapporte 1 point pour l'équipe. Et donc nous avons des pays qui s'affrontent généralement, ou des clubs qui peuvent s'affronter en équipe dans un sport individuel. D'ailleurs, je me souviens d'une compétition de judo où par équipe, justement, très tôt dans le combat, j'ai été marqué par un wasari pour les connaisseurs. Et donc j'ai vu l'ensemble de mon équipe dépérir. Et c'est là que je me suis dit, David, tu ne peux pas les laisser les abandonner comme ça. Et dans les 30 secondes après, ça a été une impulsion qui a été portée par cette équipe qui s'était décomposée en quelques secondes, et j'ai planté mon adversaire qui était logiquement plus fort que moi par ippon, et j'ai vu la joie exploser de l'équipe, et c'est probablement un de mes meilleurs souvenirs justement en judo. Alors, si on compare maintenant la vie et le sport, bien sûr qu'on peut faire une comparaison, parce qu'on va parler de combat dans une vie, on va parler de sprint aussi. Il y a des moments où vous devez vraiment être au four et au moulin, il y a des urgences dans nos vies, mais il y a aussi des projets à plus long terme. Lorsque vous éduquez des enfants, c'est un véritable marathon. Parfois on rame aussi, ou on pédale dans la vie, mais ça n'est pas grave. On peut se relever, on peut s'encourager, et on peut se relever justement plusieurs défis, telle une compétition. Et pourquoi j'ai choisi cette analogie? Bien tout simplement parce que le matin, quand vous levez, personne ne met un pistolet sur votre tempe pour vous mettre debout et vous mettre en action. Vous êtes le seul, la seule à pouvoir vous réveiller de bonne heure, pour pouvoir éventuellement travailler avant le réveil des enfants, pour pouvoir éventuellement faire un travail de développement personnel, de lire un Xème livre pour améliorer votre activité, améliorer la personne que vous êtes. Vous êtes le seul à prendre des décisions en cas de stress, vous êtes le seul à pouvoir gérer ce qui se passe entre vos deux oreilles, c'est-à-dire toutes les pensées positives ou négatives qui passent dans votre esprit. Lorsque vous êtes fatigué, vous avez également le choix de prendre telle ou telle direction pour soit laisser tomber, soit passer une étape supérieure. Et donc, vous avez
énormément de situations dans lesquelles vous serez totalement seul pour pouvoir avancer. C'est une question de force de caractère. Néanmoins, nous ne sommes pas totalement seuls. Donc c'est un sport individuel parce que les décisions sont de votre ressort, mais nous pouvons être entourés comme dans un sport d'équipe. Et à ce niveau-là, je vais citer un auteur que j'aime énormément, un sociologue, Nicholas Christakis, et qui dit ceci. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans certaines de mes vidéos, mais j'aime toujours le rappeler parce que depuis 3 ans, ces paroles qui ont été écrites bien avant dans un ouvrage qui s'appelle Connected, The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives. Eh bien, Nicolas dit ceci. La plupart d'entre nous sont déjà conscients de l'effet direct que nous avons sur nos amis et notre famille. Nos actions peuvent les rendre heureux ou tristes, en bonne santé ou malades, même riches ou pauvres. Mais nous considérons rarement que tout ce que nous pensons, ressentons, faisons ou disons peut se propager bien au-delà des personnes que nous connaissons. Inversement, nos amis et notre famille nous servent de canaux pour être influencés par des centaines, voire des milliers d'autres personnes. Dans une sorte de réaction en chaîne, une réaction sociale en chaîne, nous pouvons être profondément affectés par des événements dont nous ne sommes pas témoins et qui arrivent à des personnes que nous ne connaissons pas. C'est comme si nous pouvions sentir le pouls du monde social qui nous entoure et réagir à ces rythmes persistants. En tant que membre d'un réseau social, nous nous transcendons. Pour le meilleur ou pour le pire, nous l'avons vu ces dernières années. Et devenons une partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Nous sommes connectés, que nous le voulions ou pas. Et donc pour répondre avec un deuxième argument sur cette citation, non, nous sommes effectivement responsables de nos actions à chaque pas, mais nous sommes influencés par nos parents, par notre éducation, par nos professeurs, par nos amis, par notre famille de manière inconsciente, mais nous pouvons également faire appel à une équipe. Nous pouvons faire appel à un auteur lorsque nous le lisons. Nous pouvons faire appel à un mentor, à un coach. Et donc autour de nous, c'est une véritable équipe qui nous permet de passer à travers les événements de la vie également. Alors, à votre avis, sur une échelle de 0 à 100, quel est le niveau de bullshit de cette citation? La vie est un sport individuel qui se pratique en équipe. Mettez votre score en commentaire et si votre score est élevé, voici ce que je peux vous proposer pour justement utiliser cette nouvelle citation. Eh bien, entourez-vous de personnes qui pourraient vous aider justement à résoudre une problématique, peut-être de fatigue, peut-être de prise de poids, peut-être de manque de concentration, mais voyez large, voyez vraiment autour de vous, que ce soit par des professionnels ou au niveau amical, qui pourrait vous aider à passer une étape. Je me souviens d'une vidéo d'un auteur américain qui est anthropologue et qui disait vous avez probablement autour de vous des personnes de différents archétypes et donc allez chercher la personne qui est sportive pour vous motiver au sport, allez chercher la personne qui est plutôt philosophique pour vous aider à peut-être résoudre un problème de valeur, etc. Vous avez autour de vous des personnes qui devraient compléter cette fameuse Dream Team dont Lilou Massé, qui a été justement une de mes invitées durant la première saison, nous parlait. Enfin, passons au crible ma métaphore préférée, le feu ouvert. J'utilise cette métaphore pour faire comprendre un petit peu les différentes étapes qu'il est important de suivre pour résoudre une problématique de santé liée à l'inflammation du système digestif. Cette inflammation est en lien aujourd'hui avec bon nombre de problématiques, que ce soit cardiovasculaire, que ce soit métabolique, que ce soit neurologique, que ce soit même du domaine de l'oncologie.
on se rend compte aujourd'hui qu'il y a à la base une problématique inflammatoire, une problématique d'inflammation de bas grade. C'est une inflammation que l'on ne peut pas réellement sentir, mais que l'on peut voir s'exprimer selon différents symptômes, voire différentes maladies. Et donc, voici la métaphore que j'utilise. Imaginez-vous un soir d'hiver. Il neige abondamment, vous êtes dans votre maison de campagne ou vous êtes à la maison, devant un bon feu de bois, le feu ouvert à l'ancienne, avec les bûches qui crépitent, avec les flammes qui vous enveloppent comme ça de cette chaleur aussi bien visuelle que cette chaleur kinesthésique. C'est également une odeur particulière qui va vous enivrer durant toute la soirée. C'est vraiment le moment romantique, le moment apaisant, que vous soyez seul ou accompagné, c'est vraiment l'atmosphère idéale pour vous détendre d'une longue journée de travail, voire d'une sortie d'entraînement physique à l'extérieur. Et donc vous avez même le petit chocolat chaud pour vous réconforter. Et tout d'un coup, ce n'est plus un feu ouvert, c'est un feu de cheminée. La cheminée prend feu. Et là, c'est la panique. Que faire? Quelle est la première action à entreprendre? Eh bien, la première action, probablement, que vous allez faire, c'est éloigner tous les objets importants qui pourraient être inflammables, qui pourraient, eh bien, alimenter ce feu de cheminée. Ensuite, deuxième étape, vous allez tout faire pour éteindre le feu. Vous allez utiliser une couverture, vous allez aller chercher un extincteur et vous allez essayer d'étouffer ce feu. En tout cas, vous allez essayer de l'éteindre, voire d'appeler les secours. Je fais un parallèle directement avec le système digestif, cette inflammation de bas grade de l'intestin. Eh bien oui, première chose à faire, c'est d'éviter de consommer les aliments pro-inflammatoires, les aliments qui vont venir mettre de l'huile sur le feu. On pense tout de suite aux fritures, aux sodas, à l'excès de sucre raffiné, à certaines huiles végétales, et on va justement avoir toute une série d'aliments que l'on va éviter et éliminer, soit totalement, soit temporairement. Deuxième étape, on va ajouter dans l'alimentation, à travers des compléments alimentaires et des aliments bien spécifiques, tout ce qui est anti-inflammatoire. Vous avez probablement entendu parler des effets bénéfiques du curcuma, du gingembre, mais également des oméga 3. Malheureusement, souvent on s'arrête là. On enlève les aliments qui créent le symptôme ou la douleur, on ajoute un traitement spécifique bien souvent au niveau complément alimentaire et on oublie l'importance de l'alimentation. Et puis on attend et on espère pouvoir remanger normalement quelques mois plus tard. C'est un peu comme si l'hiver suivant vous refaites du feu alors que votre cheminée est encore dévastée. Parce que si je reviens sur ma métaphore, eh bien oui, troisième étape, vous devriez d'abord, avant de relancer un feu dans votre feu ouvert, eh bien, c'est de nettoyer la cheminée qui a été abîmée. Nettoyer les dégâts, nettoyer les débris. Et ensuite, vous allez réparer cette cheminée pour justement pouvoir à nouveau profiter d'un feu de bois, d'un feu ouvert, en toute sécurité, sans avoir le stress de voir votre cheminée se réenflammer, et je l'espère en ayant compris pourquoi à la base votre cheminée s'est enflammée. Eh bien, c'est ce que nous devrions faire également au niveau de la santé du système digestif. Après avoir débuté un traitement alimentaire et en supplément anti-inflammatoire, il serait utile de nettoyer le système digestif avec des pré- et des probiotiques, de recréer une bonne flore intestinale. Et quatrième étape, de réparer cette paroi intestinale avec des nutriments comme la glutamine, comme le zinc, comme le collagène et comme certains acides gras qui seront de qualité, qui vont venir réparer à la fois la paroi, à la fois la muqueuse de l'intestin. Et donc, c'est à mon sens, une bonne métaphore pour pouvoir comprendre les différentes étapes à suivre qui prennent du temps, qui sont progressives, qui se superposent pour pouvoir justement régler
une problématique, puisque je vous l'ai dit aujourd'hui, cette inflammation de bas grade est en lien avec la prise de poids, avec le diabète, avec les maladies cardiovasculaires, avec l'arthrite, avec les maladies neurodégénératives, avec certains cancers. Donc ça vaut vraiment la peine de pouvoir s'intéresser peut-être aux petits bedons que l'on a avec l'âge au niveau de la graisse qui entoure l'intestin et de voir s'il n'y a pas là une inflammation que l'on pourrait traiter en prévention, sachant que ça ne va pas tout résoudre. Il n'y a pas, à mon sens, de régime ou de rééquilibrage alimentaire magique. On l'a dit, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir des polluants, il peut y avoir d'autres paramètres qui viennent déséquilibrer cette santé globale, mais je pense que cette métaphore est, à mon sens, une bonne illustration des étapes de base à suivre. Alors passons à nouveau cette métaphore au crible du total bullshit. Selon vous, est-ce que cette métaphore est totalement loufoque? Est-ce que c'est de la foutaise? Ou est-ce que ça a une valeur éducative? Eh bien, premièrement, on pourrait dire que oui, c'est de la foutaise, parce que comparer le corps à une cheminée est relativement simpliste. On sait que le corps a tout un système de protection, est un organisme qui a un système anti-inflammatoire. C'est un peu comme les détox qui sont condamnés parce que, effectivement, le corps peut détoxifier et détoxifie toutes les 24 heures votre organisme, donc ça n'est pas la peine d'aller se croire plus malin et de suivre de tels protocoles qui peuvent au départ paraître restrictifs, que le concept même d'hyperperméabilité est remis en doute par certains, n'est pas accepté par toutes les branches de la médecine. Je lisais encore récemment un article d'un zététicien sur le régime GAPS, régime que j'ai étudié également et qui fait le lien entre certaines pathologies mentales et l'inflammation, l'hyperperméabilité de l'intestin. Et dans cet article, justement, alors petite parenthèse, la zététique, c'est quoi? C'est l'art de faire la différence entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance. C'est suivre l'art et pratiquer l'art du doute. Et les zététiciens, justement, ont analysé le régime GAPS en disant que c'était de la foutaise, donc du bullshit, qu'il n'y avait aucune preuve scientifique, malgré l'expertise de l'auteur, qui est médecin, qui a travaillé avec de nombreuses familles. Et lorsque vous lisez les témoignages de familles qui ont des enfants qui n'ont jamais été dans une piscine à cause d'un problème psycho-émotionnel entraînant une sensibilité au niveau de la peau et avec de l'eczéma vraiment très intense, et qui après ce régime qui est extrême effectivement ont pu se sortir de ces problématiques et revenir par après sur un régime beaucoup plus large. Si on suit les étapes ou la métaphore de la cheminée, eh bien on se rend compte qu'après on ne pourra pas tout remanger comme avant, bien évidemment. Si on a une sensibilité au gluten, eh bien il faudra éviter en tout cas le gluten industriel, mais on pourrait être beaucoup plus large, on ne doit pas rester restrictif toute sa vie. On a également les études du professeur Fasano, qui est un des grands professeurs qui a découvert justement la zonuline, qui est une molécule qui influence l'hyperperméabilité intestinale. Et donc ça, c'est vraiment des faits spécifiques. Alors je n'ai pas trouvé de métaphore de la zonuline pour ma cheminée, mais encore une fois, c'est une métaphore, on ne va pas tout résumer à une image. L'intérêt, je trouve, de cette métaphore, c'est de voir un petit peu les étapes que nous suivrions dans un feu de cheminée par rapport aux étapes qui manquent dans un rééquilibrage alimentaire au niveau anti-inflammatoire. Et bien sûr que ce ne sont pas, comme je l'ai dit, des régimes miracles et que l'on ne peut pas se cantonner pour des problèmes d'auto-immunité, des problèmes d'oncologie à un simple protocole en 4 étapes, mais que ça peut faire partie de cet arsenal, en tout cas de prévention. Parce que je le rappelle, je suis entraîneur et nutritionniste, je ne suis pas médecin, je suis là pour le bien-être qui influencera la santé à long terme. Et donc, à nouveau, vous êtes les juges de cette analyse. Est-ce que cette métaphore n'est que foutaise et bullshit, ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait aider les gens à devenir acteurs de leur santé,
de mieux comprendre ce qu'ils peuvent faire au quotidien en évitant de se focaliser sur les symptômes et de réellement voir leur santé comme un système dynamique. Alors bien sûr que les symptômes sont importants, c'est eux qui nous ont alertés, c'est eux qui nous ont mis la puce à l'oreille, mais c'est surtout de pouvoir aller par après en profondeur. Alors si vous avez aimé cette métaphore, eh bien je ne peux vous encourager que de voir votre santé à la loupe de cette métaphore et de peut-être de manière préventive suivre un régime anti-inflammatoire et puis de pouvoir vérifier un petit peu quels sont les effets sur votre santé, sur les symptômes, et si certains symptômes disparaissent, eh bien creusez un peu plus loin justement sur ce que vous pourriez faire pour nettoyer votre intestin et le réparer. Alors nous arrivons à la fin de cet épisode. Qu'en pensez-vous? Est-il suffisamment instructif et profond, comme j'en avais l'intention, pour être partagé sur votre réseau, pour être partagé peut-être entre amis ou à une personne spécifique? Dites-le moi et partagez-le. Ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez me montrer que cet épisode vous a impacté, et faites un commentaire, hein, partagez-le avec, je dirais, le bénéfice que vous en avez tiré. Et deuxième chose, je vous donne alors rendez-vous en septembre pour cette deuxième saison du podcast In Shape to Grow, être en forme pour bien grandir au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau spirituel, grâce à l'analyse de sujets en détail, avec des interviews, avec plus d'arguments, je l'espère, avec de meilleurs outils rhétoriques. Alors, la cerise sur le gâteau serait que Victor Ferry ait vu cet épisode jusqu'à la fin pour pouvoir donner la note finale sur le pourcentage, le niveau de bullshit de cet épisode, avec des arguments de rhétorique que j'espère pouvoir de toute façon développer durant la deuxième saison. Alors pour terminer, faire la transition justement avec la première saison de ce podcast In Shape to Grow, je vais également vous dire que durant ces 12 années, si je n'avais pas utilisé certains de ces outils, si je ne m'étais pas remis en question, si je n'avais pas été voir des personnes spécialisées, je dirais, au niveau de la santé holistique, parce que je dois vous l'avouer, sur toutes ces années, je n'ai jamais été voir un psychologue. Attention, non pas que ce ne soit pas utile, je pense qu'à certains moments, cela m'aurait fait beaucoup de bien. Eh bien, je m'en suis finalement pas mal sorti après toutes ces années. À 46 ans, je sais que je suis toujours en mode récupération et que je suis toujours aussi à la recherche de ma santé optimale, de ma santé globale. Mais je peux vous assurer que les balades avec mon fidèle compagnon Sheila, que certains ont peut-être déjà vu dans mes vidéos, qui était mon Malamute Husky que j'ai eu pendant 14 ans et qui m'a permis d'aller marcher les jours où j'étais totalement épuisé, les jours où j'étais tellement à ramasser à la cuillère. Je me souviens un soir dans le quartier de la Bascule à Ixelles, marcher à pas d'heure parce que j'avais travaillé jusqu'à très tard, mais que lui voulait faire sa sortie parce qu'on avait été expulsés de notre appartement, on vivait dans nos bureaux, dans notre studio d'entraînement privé. Heureusement, il y avait des douches évidemment, parce qu'il n'y a pas des douches dans tous les bureaux, mais comme j'avais un studio d'entraînement, on avait le minimum, une petite cuisine, on avait des douches, mais on vivait dans une des salles de sport, justement parce que notre entreprise, on ne voulait pas la lâcher, on avait un mental de battant, on voulait tout faire pour sauver cette entreprise, jusqu'à sacrifier notre vie personnelle. Et donc je me souviens ce soir-là être totalement dépité et de me dire je ne tiendrai pas encore 6 mois dans cette situation de stress. Et pourtant, on était là en 2008 et j'ai réussi à tenir jusqu'en 2016 avec tous les
défis que j'ai dû relever, dont je vous ai un petit peu parlé, mais qui ne sont finalement que le sommet de l'iceberg, avec toutes les conséquences que cela a eu au niveau de ma vie personnelle, au niveau de ma vie de couple, parce qu'il ne faut pas croire que ça a été facile tous les jours lorsque vous êtes acculé avec autant de stress. Bien sûr qu'il y a des moments où il y a eu énormément de tension, mais là il faut avoir la présence d'esprit pour se dire, là nous sommes épuisés, nous sommes fatigués, nous sommes stressés, on va d'abord se remettre en forme, on va d'abord sortir la tête de l'eau, et puis prendre ces décisions au niveau familial. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré. Je vais terminer en vous souhaitant une bonne fin de journée, une bonne soirée. Surtout, prenez soin de vous et j'espère de tout cœur vous voir lors de la 2e saison du podcast In Shape to Grow. Être en forme pour bien grandir. Et rappelez-vous, la vie est un sport individuel, mais qui se pratique en équipe. À très bientôt.